Bonjour à tous. J'espère que Facebook cette fois-ci n'empêchera pas la diffusion de la vidéo, puisque comme vous avez pu le constater, je ne suis plus à même de faire de direct live, y compris sur mon groupe de conseil juridique, et mon compte est simplement automatiquement bloqué dès lors que je prends la parole en direct. Alors tout ça s'explique, ce serait peut-être trop long, mais j'ai malheureusement eu le malheur, on va dire ça comme ça, de militer pendant 2 ans pour la République en marche et d'avoir découvert des choses, d'être entrée en dissidence. Et depuis cette période, donc depuis février 2019, je suis bloquée, brouillée, je suis empêchée de parler. Alors voilà, enfin c'est pas la thématique du jour, je voulais juste vous expliquer en aparté la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire ce direct que je souhaitais faire pour pouvoir interagir avec vous. Donc je le fais d'une autre manière, hein. C'est bien dommage parce que j'aurais aimé avoir une interaction avec vous. C'est pas possible, et bien écoutez, on fait autrement. Alors oui, j'ai choisi cette semaine donc, de parler du droit des pères, droit des papas, et également du droit des hommes. Alors hommes avec un petit H. Pourquoi? Tout simplement parce que de par mon expérience professionnelle, y compris personnelle, euh, je me suis aperçue qu'il y avait un hiatus énorme dans le fonctionnement de la justice, tout particulièrement relativement à l'autorité parentale, la garde, les droits du papa, qu'il y avait un dysfonctionnement majeur. Alors, il y a heureusement, j'ai été sensibilisée particulièrement à la question lorsque j'étais en formation et que j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer, alors à l'époque, ça remonte, hein, voilà, je suis toute jeune, je me souviens plus de son nom malheureusement, mais voilà, j'ai rencontré le président donc, de SOS Papa qui nous a, donc, en tant qu'étudiants, ouvert les yeux sur la justice et les papas. Donc c'est toujours un sujet qui m'a tenu à cœur parce que je sais ô combien un papa est important dans la construction d'un enfant. Et au même titre qu'une maman, un papa a des droits et a des devoirs également sur l'enfant. Et c'est cette complémentarité du papa et de la maman qui fait que l'enfant peut grandir dans les meilleures conditions possibles. Actuellement, beaucoup de papas rencontrent d'énormes difficultés à faire valoir leurs droits. Les droits des papas, ils sont clairs, ils sont identiques à ceux de la maman. C'est écrit noir sur blanc sur le code civil notamment. Mais la justice fait un distinguo très 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 marqué entre le droit des papas et le droit des mamans. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agit absolument pas pour moi d'opposer les papas aux mamans, mais simplement de pointer une réalité qui, je pense, est encore un réel tabou ici dans notre pays en 2021. On ne devrait même plus avoir à poser la question des droits du papa. Et pourtant, elle se pose au quotidien et elle se pose pour nombre d'entre vous, je le sais, puisque j'ai eu moult situations qui faisaient état des difficultés pour les papas de, bah, de jouir de leurs droits et exercer leurs devoirs à l'encontre de leurs enfants. Alors, j'ai un petit peu réfléchi sur ce sujet-là. Alors, ma parole ne vaut pas vérité absolue, hein, c'est juste le produit d'une expérience, le produit de rencontres, le produit d'échanges. Euh, les papas sont, comment dirais-je, ne sont pas considérés de manière égale à la maman par la justice. Alors pourquoi C'est marrant parce qu'il y a quelques années de cela, nous étions encore sous le règne du pater familias, c'est-à-dire le papa avait tous les droits. Et tout d'un coup, nous avons basculé au fur et à mesure de l'évolution de la société, au fur et à mesure de la mise en place des mouvements féministes, nous avons assisté à, comment dirais-je, un inversement des rôles, mais à l'excès. C'est-à-dire, selon moi, hein, je ne prétends pas avoir la réalité, la vérité absolue.
nous avons assisté au mouvement inverse, c'est-à-dire que le père a été totalement discrédité au profit de la maman. Alors, il faut savoir, et moi j'ai été formée dans ce sens, mais je n'avais jamais appliqué ce qu'on m'a enseigné. J'ai été formée selon un modèle très précis, et c'est un modèle qui prévaut encore dans les tribunaux. C'est-à-dire que la maman est considérée la plupart du temps. Alors je ne généralise surtout pas. Je sais qu'il y a des mamans qui me regardent et qui souffrent profondément également de ne pas pouvoir exercer leurs droits sur leurs enfants. Je le sais et je ne voudrais surtout pas qu'elles le prennent comme une agression de ma part. C'en est absolument pas une. Et j'ai été donc on m'a dit, on m'a enseigné que la femme était a priori bienveillante. Je peux vous dire que c'est faux. La femme n'est pas a priori bienveillante. Il y a des mamans qui dysfonctionnent. C'est une réalité. Alors, je ne vais pas vous parler de ma situation personnelle, mais je vous confirme qu'il y a des mamans qui dysfonctionnent, qui sont toxiques pour leurs enfants, et que la justice tend à être aveugle sur ce point-là. Un autre souci, donc on considère déjà cette maman comme a priori une maman bienveillante et le papa comme étant le mauvais objet ou plutôt sujet. Le papa est un sujet de droit également. Et on aboutit forcément à des décisions qui vont en faveur de la maman, indépendamment de la prise en compte de l'intérêt de l'enfant. Parce que ce qui importe dans tout ça, lorsqu'on parle du droit des papas, lorsqu'on parle du droit des mamans, ce qui importe, c'est surtout essentiellement l'intérêt de l'enfant. Dans quelle mesure les magistrats, alors notamment les juges d'affaires familiales, voient l'intérêt de l'enfant comme motivation première de leur décision? Je pose une question, je n'ai pas les réponses, je les interroge. L'intérêt d'un enfant, c'est d'avoir son papa, sa maman. Alors, lorsqu'il y a séparation, lorsqu'il y a conflit, l'enfant se trouve au milieu d'un conflit affectif, comme s'il devait avoir à choisir entre le père et la mère. Il ne faut jamais mettre un enfant dans cette position-là. C'est source d'une souffrance terrible pour l'enfant. Et au-delà de cela, cela peut avoir des conséquences sur son développement ultérieur. Donc les magistrats devraient considérer, à mon sens, avec beaucoup plus d'attention la place et le rôle d'un papa. Un papa, c'est un repère. Alors, je ne nie pas, là encore, qu'il y a des papas qui sont de mauvais papas, de par leur dysfonctionnement, de par leur déviance, de par parfois leur maladie psychiatrique ou autre, je ne sais pas, leur comportement au quotidien. Il y a effectivement des papas voilà, qui ne peuvent pas jouir pleinement de leurs droits parce qu'ils représentent un enjeu potentiel de l'enfant. Ça, je vous répète encore, je ne suis pas dans la généralisation. J'essaie de poser les choses le plus objectivement possible. Et donc voilà, moi j'interroge les magistrats. À quel moment, mesdames, messieurs les magistrats, vous allez faire application des articles du Code civil qui permettent au papa de bénéficier des mêmes droits de la maman? Aujourd'hui, combien de papas sont en conflit, en lutte, combattent contre ce système qui, parce qu'on nous l'a enseigné, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants en droit. Alors je ne sais pas ce qu'on leur enseigne aujourd'hui, mais moi lorsque j'étais sur les bancs de la fac et lorsque j'étais à l'Institut d'études judiciaires de Bordeaux pour préparer le concours de la magistrature, c'est ce qu'on m'a enseigné. On m'a enseigné voilà, que la maman était, et au-delà, la pratique m'a confirmé que la maman était nécessairement bienveillante et que le papa nécessairement défaillant. Alors ça c'est un cliché auquel il faut absolument mettre un terme. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler. Moi je suis personne, j'ai aucune audience médiatique, je suis juste quelqu'un qui, voilà, je me soucie du droit, du respect du droit, je ne confonds pas le droit et la justice, hein, du respect du droit, et j'estime que les papas doivent pouvoir jouir de leurs droits.
situations que j'ai à traiter, j'aime pas le mot, mais que j'ai à rencontrer, parce que tous les jours, de papas désespérés qui ne savent plus quoi faire face à cette justice qui ne veut rien entendre, face à ces rapports d'enquête sociale qui sont en leur défaveur, des papas démunis. Mais je me dis que derrière un papa démuni, il y a aussi un enfant en détresse. Alors, les papas ont des droits. Il faut les faire valoir. Le papa, parfois, a tendance peut-être à s'effacer, par peur de ce système judiciaire qui est une réalité, qui broie des papas. Il broie aussi des mamans, évidemment, mais qui broie des papas. Et quand un papa est broyé, à un moment donné, il y a des répercussions sur l'enfant. Donc, parler des droits des papas est une chose très importante. Pour lever cette espèce de tabou pesant, anachronique, vous pouvez utiliser tous les qualificatifs que vous voulez, mais qui n'est plus d'actualité. J'ai eu la chance, moi, d'avoir des parents qui s'entendaient, à comment dirais-je, à être confrontés à une situation de conflit ou de séparation parentale. Et mon Dieu, il n'est plus là aujourd'hui, mais mon papa, c'était mon pilier. Un papa, c'est un pilier. Un enfant, il a besoin de repères, il a besoin de limites, il a besoin d'identification. Et tant le papa que la maman doivent jouer un rôle. Mais encore faut-il que les juges le permettent. Le problème, il est là. Et un autre des problèmes, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez, alors je vais parler de la formation des magistrats, mais si vous regardez la composition des tribunaux, vous vous apercevez, et notamment sur les postes de juges aux affaires familiales ou de juges des enfants, alors c'est une autre question, on pourra y revenir lors d'une autre thématique, vous vous apercevez, alors je vais dire des chiffres approximatifs parce que, comme en habitude, je fais tout à l'instant, donc j'ai pas pris de notes, je vous parle comme, voilà, comme ça vient. Donc, si vous regardez, si vous observez, je pense qu'on approche des 99% de femmes dans la fonction de juge aux affaires familiales ou de juge pour enfants. Et pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Pourquoi? Parce que, alors on nous dit la justice est impartiale, la justice est neutre, la justice est objective. Ouais, ça c'est la théorie. La pratique, c'est complètement différent. Quand vous êtes une femme juge et que vous avez en face de vous une maman, un papa, et que vous devez statuer sur l'autorité parentale ou sur les DVH ou sur la garde alternée ou d'autres questions. Il y a un phénomène inconscient qui se produit qu'on appelle le phénomène d'identification. Notamment si en plus le magistrat est elle-même maman, mère. La magistrate va avoir tendance à s'identifier à la maman plutôt qu'au papa. Et alors, ça relève de l'inconscient, tout ça, mais c'est des mécanismes qui se passent dans les salles d'audience tous les jours. Et cette identification, elle conduit à quoi? Elle conduit à restreindre, parfois drastiquement, voire sans raison, les droits du papa. C'est notamment, à mon sens, l'une des raisons pour lesquelles il est extrêmement difficile pour un papa d'obtenir la garde alternée. Alors je suis très contente parce que, voilà, parmi les membres de ce groupe, un papa a obtenu la garde alternée. Et bon, bien sûr, la garde alternée, c'est particulier parce qu'il faut aussi tenir compte de l'âge de l'enfant, etc. Mais quand l'enfant a l'âge et que toutes les conditions sont réunies pour une garde alternée, ben, pourquoi ne pas mettre en place la garde alternée? Mais tout simplement parce qu'il y a ce phénomène d'identification. La justice est féminisée à outrance. Et c'est une femme qui vous parle. Je pense indispensable de réinstaurer des hommes aux fonctions de juge aux affaires familiales et également de juge pour enfants. Alors, vous allez me trouver, j'en sais rien, rétrograde, antiféministe, ou je ne sais quoi. Non, 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 c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'essayer d'être objectif au maximum et
d'essayer d'être neutre au maximum, impartial au maximum. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des hommes qui rejoignent ces fonctions-là. Alors pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Tout simplement parce qu'au ministère de la Justice, il faut savoir qu'il y a des postes qui sont plus gratifiants que d'autres et que le poste de juge aux affaires familiales comme le poste de juge des enfants ne font pas partie des postes les plus huppés de la magistrature. Voilà. Donc, petite parenthèse. Mais c'est aussi une réalité. Donc, cette identification inconsciente conduit à priver les papas de leur droit. Sans raison, je le répète, dans nombreux cas. Je ne nie pas, je réitère que certains papas sont des papas défaillants. Je réitère. Mais il faut toujours garder dans un petit coin de notre tête. Et j'espère que les magistrats le gardent dans un petit coin de leur tête. Quand ils ont posé leur bouquin et quand ils sont face à un papa et à une maman, qu'ils imaginent l'enfant entre les deux. Parce que c'est tout cela qui se joue. C'est la construction au travers ces décisions parfois, souvent injustes. C'est l'intérêt de l'enfant qui est en jeu. Et ça, c'est ce qu'on ne doit jamais oublier. L'intérêt de l'enfant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai envie qu'on parle de tout ça, parce que je sais que c'est douloureux, je sais que le combat est difficile, je sais que parfois les mamans ont des comportements qui poussent le papa dans ses retranchements. Et il y a un moyen de sortir de tout ça. C'est déjà d'en parler, de faire part, pour ceux qui ont eu l'expérience, qui souhaitent bien évidemment faire part, de partager, de donner des pistes, d'aider, de soutenir, d'accompagner les autres papas qui sont en difficulté, qui parfois n'osent pas parler. C'est aussi les hommes, contrairement aux femmes, sont assez pudiques dans leur situation personnelle. Sur beaucoup de sujets. Je vais d'ailleurs parler du deuxième point par la suite. Les hommes sont pudiques et n'aiment pas forcément s'afficher comme étant en détresse. On a le droit de pleurer, on a le droit de parler, on a le droit de se délester de ce poids. Quand on est privé d'un enfant, quand on est privé de son fils, de sa fille, la douleur est extrême. Elle est extrême. Elle pousse certains papas au drame. Et ce drame pourrait être évité si nous, société, et tous ceux qui participent au fonctionnement de la justice, portaient, et notre société globalement, portait un autre regard sur les droits des papas. Alors, grâce à certaines associations, donc il y a SOS Papa, mais il y a aussi d'autres associations qui se sont créées. Alors bon, à mon goût, certaines vont trop dans le militantisme, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer le droit des papas et le droit des mamans. Non, on n'est pas dans une guerre, papa-maman, non. On pense toujours à l'intérêt de l'enfant, mais certaines associations permettent à certains papas d'avancer et à briser cette loi du silence qui leur est imposée quasiment par la société, par le regard social et par la justice elle-même. Donc voilà, donc pourquoi j'ai envie de parler de cette thématique du droit des papas, qui sont, je le répète, absolument semblables que les droits d'une maman. L'objectif étant l'intérêt de l'enfant, je le répéterai sans cesse, et la construction du petit ou du plus grand. Le second point que je souhaitais aborder, peut-être un petit peu plus sensible, je voulais vous parler des hommes victimes. Alors on parle beaucoup, et les médias s'en font le relais constant, des femmes battues, des femmes assassinées, des femmes... à quel moment est-ce que notre société ouvre les yeux sur les violences dont parfois sont victimes les hommes, sur les viols dont parfois sont victimes les hommes, sur les meurtres ou assassinats dont parfois sont victimes les hommes?
moi, j'ai envie de dire que la femme n'est pas une personne vulnérable. La femme à l'égal de l'homme suppose également que l'on prenne en compte ces situations où l'homme est victime, parce que ça arrive. Et je peux vous dire que lorsque j'allais à la maison d'arrêt, je n'ai pas été incarcérée, enfin, pas encore, lorsque j'allais à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, je peux vous dire qu'il y a bien des femmes en prison. Et la plupart des femmes qui sont incarcérées le sont, trafic de drogue, évidemment, mais le sont pour avoir tué leur mari. Alors les hommes en parlent. Il y a un gros problème aussi de formation des forces de l'ordre, des services de gendarmerie, des services de police. Il y a aussi une grande honte, une grande culpabilité de la part des hommes qui sont victimes. Il faut laisser à ces hommes victimes la possibilité de parler de ce qu'ils vivent, de ce quotidien parfois effrayant. Malheureusement, je connais des hommes qui sont victimes, qui ont été victimes. Une femme peut être violente à l'encontre de son compagnon, de son conjoint. C'est une vérité. Et là encore, il y a une loi du silence. Les papas, les hommes, pardon, j'étais encore, vous voyez, je dois faire le distinguo là. L'homme doit pouvoir, en 2021, être écouté, oser parler. Parce que c'est son droit. Parce que c'est son droit. Et oui, un homme a le droit d'être victime. Beaucoup renversent la situation psychiquement en se pensant auteur. Non. Quand on est victime, on est victime. Mais la société, par son dysfonctionnement, ne permet pas forcément d'éviter cet inversement. Donc j'aimerais aussi qu'on évoque cette question des hommes violentés, malheureusement parfois des hommes assassinés, et voir comment la justice les prend en compte, voir comment ils sont écoutés, voir quels sont les lieux qui s'offrent à eux pour poser des paroles. Il y a des lieux d'accueil, d'écoute pour les femmes victimes. Pour les hommes, et je réitère, oui, un homme peut être victime des agissements de sa compagne, de sa conjointe. Absolument. J'y étais confrontée. Donc voilà un petit peu les deux thématiques que je voudrais aborder cette semaine. Le droit des papas et le droit des hommes. C'est fondamental. À une époque où on est en train de nous bassiner de principes, de parité, d'égalité. Voyons la réalité. Voyons-la et voyons si la parité, l'égalité, elle est respectée. J'interroge toujours. Je ne prétends pas à la vérité absolue. Je vous fais part d'un avis. Je vous fais part d'une expérience. Voilà. Je parle avec ce que j'ai et ce que je suis. Donc je regrette encore que je n'ai pas pu faire ce live dans des conditions correctes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voir un petit peu où je veux aller et puis de la compléter par des questions. Et toute cette semaine, on va essayer d'avancer sur ces deux points, le droit des papas et le droit des hommes. Pas de l'homme, hein, des hommes. Donc, j'espère voilà, vous aider, vous guider au mieux. Je suis une toute petite personne et voilà, je ne prétends pas tout savoir. Mais parler ensemble, échanger, poser des problématiques, se mettre face à des réalités, c'est toujours enrichissant. Alors n'hésitez pas, vous le savez, ce groupe, c'est pas uniquement le mien. Hein. Moi, je
juste la personne qui pédale pour faire marcher les rouages, mais c'est votre groupe, alors vous n'hésitez pas. Et je vous le répète, hein, s'il y a des situations trop délicates, trop intimes, vous avez effectivement la possibilité de me saisir en message. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai pas de prompteur, hein, j'ai pas de notes, j'ai rien. Je parle tout simplement comme d'habitude avec, voilà, avec mon regard et puis vous en ferez ce que vous souhaitez en faire. Et j'espère que ça vous a un petit peu parlé parce que réellement le droit des papas et le droit des hommes sont deux problématiques de notre société. Cela révèle de certaines choses, de ce que nous sommes en tant que, alors là, homme avec un grand H. Donc c'est ce que je vous propose de faire cette semaine. Voilà. Désolée, vous n'aurez pas de live. Voilà, Facebook, moi. Alors je trouve des subterfuges. Il est possible que je crée un faux compte pour que je puisse enfin parler en live et qu'on ait des échanges entre nous de manière directe, de manière spontanée. Voilà, donc je vous souhaite une excellente, on est là Toussaint aujourd'hui, donc je pense que la plupart de vous vont aller se recueillir et on va consacrer cette semaine, alors je le réitère parce que vraiment je ne voudrais pas que vous preniez les choses, qui est ce malentendu, hein, je ne suis pas une anti-maman, absolument pas, non, du tout. Je suis simplement une férue de l'humanisme et j'estime que l'homme et la femme, le papa et la maman, doivent pouvoir jouir des droits qui sont les leurs, en toutes circonstances. Je vous remercie. Excellente journée, excellente semaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des publications, postez-les. Si vous avez des articles de presse, postez-les. Et pour les questions plus délicates, pour les sujets plus, voilà, qu'on n'expose pas forcément au public, je suis dispo en message privé. Voilà. Donc merci encore, j'espère que j'étais assez cohérente dans ce que j'ai dit. Je vais faire comme notre président, je vais rester un bon temps. Voilà, c'est pas mon style. Donc n'hésitez pas, vous voyez, moi j'essaie toujours de mettre un petit peu, pas d'humour, mais enfin, mais posons-nous les bonnes questions, l'intérêt de l'enfant, cette si chère égalité dont on nous bassine, mais qui au final, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais poster cette vidéo. J'espère qu'elle va passer. Le mystère est bout de gomme. Merci Manu, hein, parce que c'est grâce à toi tout ça. Pardon, je vous dis tout. On pourra parler, si vous voulez, de mon expérience dans la Macronie. Ça, c'est intéressant également. Mais alors là, je pense que c'est l'hygiène que je vais avoir à la maison. C'est pas grave. Oui, pour tous ceux qui s'inquiétaient de ma situation, ça va. Donc, excellente journée. Et puis, on s'appelle, on se fait une bouffe. Bon, allez, un petit peu d'humour, comme ça. Je vous rejoins sur le groupe très vite. Excellente journée, excellente semaine à tous.